Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fera la part belle au patrimoine du Pays de Bitche. On reviendra aussi sur les événements sportifs et culturels qui ont marqué l'arrondissement de Sarreguemines ce week-end. En voici un aperçu en images. La commune de Goetzenbrück fête ses 300 ans d'existence. Une exposition retraçant l'histoire du village a été inaugurée ce samedi au centre culturel et sportif. Elle sera visible jusqu'au 1er août. 24 panneaux illustrés ont été mis en place par la Chale. On y trouve également des pièces prêtées par le musée de Meisenthal, des timbres commémoratifs et une boule inédite en hommage à la boule de Meisenthal. L'église Saint-Pierre de Rimelin dévoile enfin son nouveau visage. Après 18 mois de travaux de restauration, l'inauguration s'est déroulée ce dimanche en présence des élus. Après la visite de l'édifice, une messe a été célébrée par Monseigneur Laglaise, évêque de Metz, qui a fait le déplacement pour l'occasion. La Summerfest continue à Sarreguemines. Ce samedi, la fanfare Couche-Tard a déambulé dans les rues armée de cuivre et d'une percussion pour créer une ambiance estivale avec des musiques rythmiques, danses et folkloriques. Autre rendez-vous, le marché de l'été qui se tiendra chaque samedi après-midi dès 15h au centre-ville. Après 38 mois de travaux avec une transformation impressionnante du site verrier de Meisenthal, la halle verrière, le CIAV et la boutique sont ouverts. Un tout nouveau parcours de visite a été mis en place. L'accueil est aujourd'hui commun à l'ensemble du site et la boutique est installée dans les anciens ateliers de gravure à l'acide de la verrerie. Jean Rotner est officiellement réélu président de la région Grand Est depuis ce vendredi matin avec un total de 95 voix sur 169. L'arrondissement de Sarreguemines est représenté par Marc Zingraf et Joël Veil dans la majorité, Michael Weber dans l'opposition de gauche et Naïla Hénard sur la liste du Rassemblement national. On commence cette émission par un plongeon dans l'histoire. En 1721, 5 verriers demandent au duc de Lorraine l'autorisation de construire un four sur l'emplacement d'une ancienne verrerie. Ils y bâtissent un hameau qui allait devenir 300 ans plus tard le Goetzenbrück que l'on connaît aujourd'hui. Cette année marque le tricentenaire du village et il était tout naturel d'organiser une exposition racontant son histoire. Reportage de Yannick Sur. 3 siècles d'existence pour Goetzenbrück. Pour marquer l'événement, ce samedi, au centre culturel et sportif, c'était l'inauguration d'une exposition retraçant toute l'histoire du village. Et 300 bougies d'anniversaire, voilà qui donne de quoi réfléchir. On se rend compte qu'avec 300 ans, finalement, nous les humains n'est que de passage. Donc pour moi, c'est une énorme fierté d'avoir cette chance de fêter cet anniversaire quand même peu commun. L'humilité, évidemment, devant ces 300 ans d'histoire qui ont démontré l'engagement des hommes et des femmes, l'engagement de la population, et puis qui a démontré le savoir-faire aujourd'hui du Pays de Bitche et de Goetzenbrück en particulier. L'humilité, parce qu'un élu, voilà, c'est une petite partie de l'histoire avec sa vocation, sa responsabilité de pouvoir permettre à ce territoire de pouvoir mieux accueillir les jeunes générations, de permettre à nos populations de s'y développer, de permettre à nos populations de pouvoir y avoir un avenir professionnel et personnel. Cette exposition est le fruit d'un travail collectif. Elle existe grâce à l'implication de passionnés qui voient l'événement comme un cadeau offert aux habitants du village. L'origine est née du foyer rural qui s'est étayé avec énormément de partenaires, et des partenaires associatifs en grande partie. Ça m'inspire la passion qui a été mise en place pour réunir toutes ces informations, les mettre ensemble, les coordonner. La passion des passionnés d'histoire, des passionnés de généalogie, des passionnés du tissu associatif qui ont mis leurs forces en commun pour mettre en place cette exposition et pour fêter ensemble l'anniversaire du village de Goetzenbrück. Durant la visite, les curieux peuvent observer 24 panneaux illustrés mis en place par la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine et qui racontent l'histoire et le patrimoine de Goetzenbrück. On trouvera naturellement l'histoire de la commune, mais aussi des anecdotes, des contre-vérités qui sont rétablies. Beaucoup de choses, beaucoup d'illustrations sur une histoire qu'on a voulu présenter de façon très accessible. Des pièces prêtées par le musée de Meisenthal sont également présentées. Une boule inédite en hommage à la boule de Goetzenbrück est mise en vente, des bougies faites par l'ESAT ainsi que des timbres commémoratifs. L'exposition est visible au centre culturel et sportif de Goetzenbrück jusqu'au 1er août.
Et on continue côté patrimoine du Pays de Bitche et cette fois avec un édifice restauré. Au fil des mois, on vous a montré l'évolution des travaux de restauration de l'église Saint-Pierre de Rimelin. Après presque 2 ans de chantier, ça y est, les travaux sont enfin terminés. L'inauguration a eu lieu hier. Reportage de Maureen Grandcola et Yannick Sur. À la 1, à la 2 et à la 3. Ça y est, après 18 mois de travaux, l'église Saint-Pierre de Rimelin dévoile enfin son nouveau visage au public. Ce dimanche, elle a été inaugurée en présence des élus, une fierté pour le maire de la commune. Oui, une très grande fierté d'avoir réussi ces travaux, aussi bien de rénovation du patrimoine que la restauration et la réhabilitation de l'église en elle-même. Le projet aura nécessité environ 200 000 €, financé par l'État, le département de la Moselle, la DRAC, la Fondation du patrimoine, les divers dons et mécénats, la commune de Rimelin et le conseil de fabrique. Au total, 6 entreprises locales ont été sollicitées pour réaliser les travaux de restauration, de peinture et d'électricité. Des restaurateurs ont également été mandatés pour rénover la chaire à prêcher, la Sainte-Seine et le chemin de croix. C'est un sentiment d'achèvement et d'accomplissement. On est très content du résultat. On a beaucoup aimé venir ici travailler et on est contente que ça plaise. Après la visite de l'édifice, une messe a été célébrée par Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, évêque de Metz, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Vivre un moment comme celui-ci, c'est à la fois aussi rendre grâce pour le travail de tous les artisans. Après environ 2 ans de travaux de rénovation et de restauration, la commune aimerait désormais se lancer dans un nouveau projet. Ce qu'on espère par la suite, c'est que, étant donné que nous avons des monuments historiques dans l'église, c'est qu'on pourrait faire des circuits du patrimoine religieux ou d'autres patrimoines qui peut s'intégrer dans un circuit touristique dans le secteur, dans le canton de Bitche et voire de Sarreguemines. La commune de Rimelin est fière de son patrimoine et comme le disait le maire, il faut continuer à préserver ce que nous ont laissé nos aïeux. On va maintenant à Sarreguemines où le festival Summerfest se poursuit tout l'été. Samedi, les rues du centre-ville ont accueilli une déambulation musicale avec la fanfare Couche-Tard. 4 musiciens ont joué pour le plus grand bonheur des passants. Retour en images et bien sûr en son sur cette animation estivale. Impossible de rester de marbre face à cette musique folklorique. Des rythmiques dansantes aux influences orientales, bretonnes et issues des Balkans. Une succession de notes tout droit sorties d'un conte imaginaire. Tout au long de la déambulation, les oreilles sont attentives et on profite de quelques secondes pour voyager. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien la musique, du coup j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça donne envie de danser. C'est de la musique bien, qui fait du rythme. Voilà, ça nous a fait danser un peu. Beaucoup de bien d'avoir ça dans la ville, oui. Oui, ça donne de la joie, les gens sont heureux, oui, c'est très bien. Armée de cuivre et d'une percussion, la fanfare Couche-Tard est intervenue dans le cadre du festival Summerfest. Autre rendez-vous, le marché de l'été, avec une quinzaine de stands de vêtements, bijoux, décorations ou encore de savons artisanaux. Et les passants ont de quoi faire et découvrir. C'est de la découverte, oui. Il y a plein de produits que je ne connais pas et au fur et à mesure, en discutant un peu avec les personnes qui tiennent les stands, on apprend à connaître. Ce que j'aime bien, c'est les produits locaux. Et il y a un grand choix. Je crois qu'on peut flâner, on peut trouver un peu de tout. Mais ce stand spécialement, il fait des produits qui sont très proches, donc de petits Rederchins surtout, et d'autres aussi. Et donc c'est ça qui m'intéressait. Le marché de l'été se tiendra chaque samedi de la saison estivale dès 15h. De nombreuses autres animations musicales, dansantes ou théâtrales sont prévues pour vous faire passer un été haut en couleurs. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la ville.
Et pour tout découvrir, allez donc jeter un œil sur le site www.sarreguemines.fr. Ce week-end, c'était aussi la Nuit européenne des musées. Créée fin des années 90, cet événement est l'occasion de découvrir gratuitement nos musées et de manière insolite. À Sarreguemines, on pouvait par exemple observer des démonstrations et faire des visites rapides de certaines expositions. Direction le Moulin de la Blise pour un retour en images sur le début de soirée avec notamment un spectacle de cirque. Uranie Tosi qui a assisté. Tobias Circus a mis un bon coup de balai dans le jardin des faïenciers. L'artiste italien a brillamment performé entre équilibre, acrobatie et humour pour faire de son spectacle un moment festif et léger. Et les spectateurs n'ont pas mis longtemps avant d'adhérer à son univers drôle et absurde. Quoi de mieux pour entamer la nuit européenne des musées ? De 18h à minuit, les lieux culturels de Sarreguemines ont rouvert leurs portes pour l'occasion. De quoi renouer avec le public après des mois en dents de scie. Au Moulin de la Blise, par exemple, on pouvait venir admirer le savoir-faire technique. Combien de personnes travaillaient ici ? Existait-il des apprentissages pour les jeunes ? Les visiteurs avaient de nombreuses questions, pour le plus grand bonheur des médiateurs. Mais avant de calibrer, je vais vous montrer. Et le musée de la faïence proposait même de faire un circuit de nuit dans la ville, une visite insolite qui sera reconduite en septembre pour les Journées européennes du patrimoine. Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, la citadelle de Bitche aussi a ouvert ses portes aux visiteurs en jouant les prolongations samedi soir de 19h à 23h. Les curieux ont pu déambuler en toute liberté dans les souterrains et découvrir le patrimoine local sous un angle atypique. Autre idée de visite, et pas seulement à l'occasion de la Nuit des musées, que diriez-vous de passer un été à Meisenthal ? Depuis ce week-end, le site verrier a ouvert son nouveau parcours de visite, une ouverture partielle puisque le musée du Verre est encore en travaux, mais après 38 mois d'une transformation impressionnante, la boutique, le CIAV et la halle verrière vous attendent. Catherine Henrich vous en dévoile un aperçu. Il flotte comme un air de vacances sur le site verrier de Meisenthal et pour cause, le soleil s'est invité à la présentation du nouveau parcours de visite. L'équipe du site était impatiente de pouvoir ouvrir, même partiellement, ce nouvel espace. Je dois avouer que j'ai du mal à cacher mon émotion et le plaisir que j'ai à découvrir sous ce beau soleil ce site qui vient de vivre un moment incroyable, la pandémie, les fermetures, 38 mois de chantier de grosses œuvres. Et là, un peu comme par miracle, c'est vrai que le ciel s'éclaircit, le jardin est planté, le gros œuvre est fini. L'accueil est aujourd'hui commun à l'ensemble du site et la boutique lumineuse installée dans les anciens ateliers de gravure à l'acide de la verrerie Marie l'Ancien est le contemporain, symbole de la vocation des lieux. Alors oui, effectivement, c'est très lumineuse qui permet aussi de vraiment voir les objets en verre sous un autre jour, avec beaucoup plus de lumière et de transparence qui leur donne un attrait encore tout autre. Et on trouvera aussi en plus un certain nombre d'objets dérivés, donc à l'effigie du site verrier de Meisenthal, dont des tote bags, de la papeterie, donc des crayons, des règles qu'on a voulu sourcer en fait dans le respect d'une charte éthique. À l'étage, on découvre l'exposition itinérante d'ici et d'ailleurs à la croisée des Vosges du Nord, un parcours à travers les collections inédites de 10 musées. Le musée du Verre fait partie de ces 10 musées de la conservation mutualisée du parc des Vosges du Nord. Aujourd'hui encore en chantier, il est le dernier espace du site à terminer. Quelques 12 000 pièces attendent d'être mises en place. L'histoire continue encore et toujours à Meisenthal, petit tour à la halle verrière qui ouvre également ses portes pour tout l'été avec une exposition de Michel François, un artiste belge qui a travaillé ici il y a quelques années. Le site verrier et Michel François ont créé plusieurs œuvres et notamment cette tour que vous voyez derrière moi qui s'appelle Panoptique, qui donne le nom à l'exposition et qui est une tour qui fait référence donc
déjà aux vestiges, puisque quand il est rentré dans cette halle, Michel François a été happé par cette tour. Cette tour était destinée à une tour de contrôle. Et donc maintenant, en y installant des miroirs, le regard du visiteur se reflète. Et donc ce n'est plus une tour de contrôle, mais ça déstructure ce bâtiment immense. Déambuler au milieu du site verrier à l'architecture étonnante, c'est un beau voyage à ne pas manquer cet été à Meisenthal. Cet été marque aussi le retour du festival Les Étendards. Et cette année, pour la première fois, la commune de Neufgrange y participe aussi. Elle a accueilli une séance de cinéma en plein air. C'est le film tout public « C'est quoi cette mamie ?» qui a été projeté devant une centaine de spectateurs. Le tout dans un cadre charmant, celui du jardin du Clos du Château. C'est un organisme indépendant recruté par les organisateurs du festival qui s'est occupé de l'installation et du matériel. Prochain rendez-vous du festival ce vendredi 9 juillet pour la projection en plein air du film Premières vacances. Ce sera au camping de Rémerin-les-Putelanges à 22 h. Et comme toujours pour ce festival, c'est gratuit. Vous êtes peut-être déjà en vacances ou bien vous les attendez avec impatience. Eux, c'était la rentrée qui les faisait s'impatienter. Les nouveaux conseillers régionaux se sont réunis pour la première fois vendredi. Mosaïque Cristal a suivi les 4 conseillers issus de l'arrondissement de Sarreguemines afin de connaître leur état d'esprit lors de cette journée un peu particulière. Reportage. Alors que beaucoup ont déjà la tête tournée vers les vacances d'été, c'est une rentrée un peu particulière qui s'est déroulée à Metz vendredi. Les conseillers régionaux fraîchement élus lors des élections des 20 et 27 juin se sont retrouvés pour une première séance. Parmi eux, 4 sont originaires de l'arrondissement de Sarreguemines, 2 dans la majorité, Joël Veil et Marc Zingraf, une dans l'opposition d'extrême droite, Naïla Hénard, et un dans l'opposition de gauche, Michael Weber. Pour Joël Veil, ces premiers moments s'apparentent tout à fait à une reprise des cours. On a commencé par faire une photo, puis récupérer des documents, récupérer des papiers, des dossiers à remettre. Et après, on nous a accompagnés jusqu'à notre place à l'hémicycle. Marc Zingraf, son colistier, est lui aussi dans le même état d'esprit. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement stimulant aussi de rencontrer beaucoup de personnes nouvelles, de voir un petit peu, d'entendre le rappel de tous les challenges qu'il va falloir relever. Et puis il y a un formidable dynamisme qui représente toute la région Grand Est. Du côté de l'opposition, Naïla Hénard, élue sur la liste du Rassemblement national, était elle aussi enthousiaste à l'idée de se lancer dans une aventure d'élu régional qu'elle découvre. C'est une aventure politique que j'attendais depuis très longtemps et je prends part avec beaucoup d'enthousiasme et je suis même prête à assumer ce rôle pour tous les gens qui ont voté pour nous et même pour ceux qui n'ont pas voté pour nous. De l'autre côté de l'échiquier politique, Michael Weber arrive lui en terrain connu. Cet hémicycle, il le fréquentait déjà en tant qu'élu au temps de la région Lorraine. Lui porte son regard sur les prochains rendez-vous à l'agenda du Conseil régional. Des discussions sont en cours sur la composition des groupes politiques, puisque la prochaine étape pour le mois de juillet, c'est de composer les groupes politiques. Donc voilà, des échanges sont en cours. Nous sommes sur une liste effectivement composée de différentes sensibilités, les Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste, et nous essayons de construire ce qui sera le mieux pour que les uns et les autres trouvent leur place et puissent défendre effectivement ce en quoi ils croient. Tous les 4 ne sont cependant pas venus uniquement pour découvrir ou redécouvrir l'Assemblée. Le but de cette première session était avant tout d'élire le président de la région. Et comme le dessinaient les résultats des élections, c'est Jean Rotner qui a été réélu. Dans un instant, on s'intéresse au sport avec un focus sur le cyclisme et sur l'équitation. Et on vous emmène ensuite en balade au Weckersbourg. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain mardi il pleuvra toute la journée. On attend jusqu'à 10 mm de pluie sur le Pays de Bitche, mais une amélioration se dessinera dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 15 et 21 degrés. Demain mardi 6 juillet, nous fêterons les Mariettes. Le soleil se lèvera à 5h34 pour se coucher à 21h32. Excellente journée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
carrelage, portes, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. Que l'on soit senior ou jeune actif, lorsqu'on vit seul ou que l'on travaille seul, on aime se sentir en sécurité. Avec les produits de téléassistance Tunstall Vitaris, optez pour la sécurité partout et tout le temps. Nouveau en ce moment, découvrez la montre 580 géolocalisable et le bouton SOS mobile à emporter partout avec vous. À retrouver chez votre spécialiste de l'accompagnement à la personne AVS Médical à Sarreguemines et à Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Côté sport, on s'intéresse aujourd'hui à une jeune championne, Chloé Gévurek, 17 ans et cavalière de dressage. Elle s'était qualifiée en 2018 pour les championnats d'Europe de dressage en catégorie enfant. La compétition l'avait révélée à l'époque puisqu'elle avait obtenu une médaille de bronze. Désormais, elle concourt en catégorie junior. Comment appréhende-t-elle cette nouvelle étape? Se sent-elle prête? David Orès l'a rencontrée chez elle avant son départ pour Oliva en Espagne où se tient la compétition. Chloé, 17 ans, s'est qualifiée pour les championnats d'Europe junior de dressage en équitation. Elle fait partie des 4 personnes qui ont intégré l'équipe de France. En 2018, elle concourait déjà à la même compétition en catégorie enfant et avait obtenu la médaille de bronze. On travaille ça depuis maintenant 1 an. Donc là, ça s'est joué assez rapidement parce qu'on a commencé notre saison au mois de mars. Avec plusieurs internationaux, dont la Belgique. Après, on est parti en Italie. On a fait Compiègne il y a 3 semaines et là, le week-end dernier, Le Mans. Chloé est encadrée par la sélectionneuse de l'équipe de France, mais aussi par sa mère, Sophie. En dressage, il faut réaliser des figures imposées dans un timing précis. Dans la carrière, chaque étape est signalée par une lettre au sol. À ce niveau de compétition, chaque détail compte. C'est une compétition qui se prépare pendant 2 ans, 3 ans. Là maintenant, on fait les derniers réglages. Bien sûr, il faut préparer toute la partie transport aussi, parce que le transport, c'est ce qui use les chevaux le plus. En tout, 20 heures de route pour arriver jusqu'à Oliva, en Espagne, où se déroule la compétition. À la clé, un potentiel titre de meilleure cavalière d'Europe, mais ce n'est pas l'objectif de Chloé. C'est surtout pour que j'évalue mon cheval et moi pour voir où on en est par rapport aux autres nations, etc. sur un plateau qui va être très 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 élevé cette année. La compétition se tient en 2 étapes, une partie en équipe et une partie individuelle. En équipe, la cavalière espère s'approcher du podium. En individuel, elle vise le top 15. Chloé et Gaiento sont confiants. Je sais que tous les réglages sont faits, le cheval va très très bien. Nous, on a une routine qui est calée, tout est, on va dire, planifié. Et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il n'était pas capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui et maintenant ça se passe très très bien, il est de mieux en mieux. Les championnats d'Europe junior de dressage ont lieu du 5 au 11 juillet. Première étape, la visite vétérinaire mardi. La compétition démarre réellement mercredi avec l'épreuve en équipe suivie de l'individuel. On change de sport et de monture pour s'intéresser à présent au cyclisme. Le 7 juin dernier, le coureur Nicolas Arcade du Sprinter Club de Sarreguemines raflait la première place lors du Grand Prix de la Casque. Ce dimanche avait lieu le 60e Grand Prix de la ville de Sarreguemines. Pour cette nouvelle rencontre sportive départementale et régionale, le club souhaitait continuer dans sa lancée. Malgré une météo catastrophique, le Sprinter Club a-t-il tenu le pari? Réponse en images. Allez Hugo, allez, on va te replacer.
Une course plus que corsée pour ce 60e Grand Prix de la ville de Sarreguemines. Une soixantaine de cyclistes a pédalé sous une pluie battante ce dimanche matin. En raison de la météo, certains ont abandonné avant la fin, un coureur a chuté mais sans gravité et 2 changements de roues ont eu lieu. Les participants ont effectué plusieurs dizaines de tours sur une boucle de 800 mètres dans la zone industrielle. Non sans difficulté. Parce que c'est un circuit court avec beaucoup de virages et avec la pluie, ça rend la course encore plus difficile. Donc, ouais. Il fallait faire attention à quoi ? Surtout dans les virages, le dernier virage qui est assez serré et puis ouais, toujours bien placé parce que c'est dangereux avec la pluie, quoi. Vincent est en catégorie passe D1, D2 et fait partie du Sprinter Club de Sarreguemines. Tout au long de la course, avec les autres licenciés du club, il a donné son maximum. On a roulé vachement vite par rapport aux autres années, je trouve. Malgré la pluie, on a une moyenne assez haute, une vitesse assez haute. Ouais. On a 42,5 de moyenne. Pour cette compétition départementale, il s'est placé 3e sur le podium et a remporté une prime financière grâce au sprint intermédiaire. C'est la grande nouveauté de cette rencontre sportive. On fait un son de cloche et donc on avertit les coureurs qu'à ce moment-là, donc un tour après, il y aura donc un sprint de classement et les 3 premiers donc, sont récompensés par une prime financière et ça pour donc derrière pour effet de ce que les coureurs, on va dire, fassent un effort particulier et relancent la course. Et c'est le sprint final qui compte pour la victoire. Défi réussi pour le club de la cité faïencière qui se place donc 3e et 8e en D1, D2 et 2e et 6e pour la catégorie D3, D4. L'après-midi, une deuxième course était organisée, cette fois-ci pour un classement régional. Le club s'est placé 8e sur 20 participants. Le Sprinter Club se réjouit de ses performances. C'est une belle saison avec des podiums tous les week-ends depuis la reprise. Une belle saison, mais quand même, ils ont particulièrement du mérite en ce moment avec la météo qu'il y avait notamment ce dimanche pour cette course. Allez, on vous emmène maintenant en balade. Attendez peut-être le beau temps pour y aller à la découverte d'un pan du patrimoine du Pays de Bitche, le Weckersburg. Direction donc le petit village de Walchbronn et c'est signé Catherine Henrich. On raconte bien des choses sur ces bouts de remparts qui dominent la petite commune de Walchbronn. Cette localité frontalière au nord de Bitche a été à la fin du XVe siècle un site, semble-t-il, idéal au milieu de la forêt pour y établir un pavillon de chasse. Il est l'œuvre de Simon Wecker IV, comte de Deux-Ponts-Bitche, qui donne à ce petit château fort son propre nom, Weckersburg. Ce relais de chasse avait vocation aussi d'accueillir les curistes venus se soigner à la source de Walchbronn. Une source découverte par les Romains, mais qui depuis la guerre de 30 ans a été complètement perdue. Moins d'un siècle après sa construction, le Weckersburg a été détruit par un incendie. Abandonné par son dernier propriétaire, Jacques de Deux-Ponts-Bitche, à sa mort en 1570, le château tombe progressivement en ruine. Après la guerre de 30 ans, les ruines du château offrent au village, en reconstruction, une carrière de choix. Les pierres du Weckersburg vont servir aux fondations de plusieurs maisons de la vallée, ainsi qu'aux murs d'enceinte du cimetière qui entoure l'église. Aujourd'hui, ce qu'il reste du château de Walchbronn offre une vue privilégiée sur le village et son église. Les villageois se sont aussi approprié le site et en 1910 est inaugurée une statue du Sacré-Cœur de Jésus qui, de ses hauteurs, veille sur le village. Puis en 1935, on installe au pied des remparts une grotte de Lourdes sous l'impulsion de l'abbé Greff. Des travaux menés en 2015 ont permis la consolidation du mur d'enceinte de la tour du guet et la réfection du chemin d'accès menant à la grotte du château. Le Weckersburg est désormais intégré au circuit de randonnée des châteaux du Bitcherland. De belles balades en perspective dont vous pouvez avoir un aperçu virtuel sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Et puis comme tous les jours, on vous donne rendez-vous à midi en direct pour une émission de 30 minutes qui est ensuite rediffusée donc toutes les demi-heures. Très bonne journée à tous, à demain.